est vraiment super ravi de recevoir Toby Hopkins, qui nous vient de Sherbrooke au Canada. Je ne vais pas refaire ta carrière académique S'il te plaît, vas-y, qui vas-y. est, fantastique. Tout le monde rêve de cette carrière académique, mais je Oh ne là vais pas la là. refaire. Ce soir, je vais parler de tes achèvements en production de packages. Donc, Ah, Toby est l'auteur de 30 packages en R, mais pas que. Il a formé plus de 30 étudiants. Il opère les sessions de Google Summer of Code pour que des étudiants participent à la contribution à l'open source. Bref, on est super ravis, Toby, de t'avoir ce soir pour que tu merci, nous parles Christophe. de l'interactivité euh, dans nos GG+. OK, merci beaucoup. Quelle sympa introduction. Merci, Christophe. Ouais, bonjour, je m'appelle Toby et je suis pas francophone d'origine, mais je vais tenter de faire une présentation en français. Est-ce que ça vous tente? OK, allez, ça va être le fun. OK, en fait, je suis professeur à Sherbrooke depuis l'année passée. Et là où on est censé de faire tout en français, alors c'est un mot pratique pour moi de faire des expos en français. Oui. En plus, je vais donner la même présentation pour les rencontres R à Mons le mois prochain. Est-ce qu'il y en a qui vont aux rencontres R? Ouais, il y a Christophe. En tout cas, il y a une rencontre francophone pour les utilisateurs de R en Europe. Et je prévois de présenter une petite exposition sur mon package de visualisation interactive Element 2. Aujourd'hui, on va faire un petit essai. Normalement, si vous voyez des erreurs ou je m'exprime mal, vous me corrigez après, OK? J'apprécie les feedbacks. On va parler des ggplot. Est-ce qu'il y en a dans les salles qui ont déjà entendu parler des ggplot? Ouais, il y a quand même moitié des salles qui a déjà entendu. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà codé des ggplot? Ça va, il y a quelques personnes qui ont codé des ggplot. Les ggplot, c'est un système pour la visualisation de données qui a été popularisé dans R. Maintenant, ça existe en Python aussi. Et on a utilisé ce système-là pour créer notre système de visualisation interactive qui s'appelle Element 2. Je vais vous présenter ça vite fait. On va commencer avec un exemple assez intuitif pour discuter les différents buts du package. Là, il y a une visualisation de données où on a traité les données de Banque mondiale. C'est des données avec les différentes années de 1960 jusqu'à 2010 et des différents pays, dont les United States et les Philippines sont soulignés interactivement. Ce qui se passe au fil de l'animation, c'est on clique sur les différents éléments. Par exemple, dans les légendes, on peut cliquer pour cacher ou faire montrer les différentes régions au monde. On peut cliquer sur les différents points dans le nuage de points ici pour souligner les différents pays. On peut aussi cliquer dans les différentes barres verticales en gris pour aller en arrière ou aller dans le futur. Tout ça pour dire que là, il y a les différentes données qu'on voit. En anglais, c'est écrit ici life expectancy. Ici, c'est écrit fertility rate. C'est les différents caractères de chaque pays qu'on voit au fil du temps ici et ici. Et on voit en nuage de points les deux variables pour le NA actuel dans cette partie-là du graphique. Quel point important de souligner dans ce genre de visualisation-là, une interface de manipulation directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait cliquer directement dans le graphique pour avoir les interactions. On n'est pas obligé de passer par les boutons et les menus pour faire les sélections, ce qui est le cas dans pas mal d'autres systèmes. On peut très bien le faire si on le veut, et on voit qu'on tape Philippines et là, on peut sélectionner le nom du pays, etc., si on veut, comme ça. Mais en fait, le point fort du système, c'est qu'il va vraiment faciliter la sélection à partir de données. On peut cliquer sur les données eux-mêmes pour faire des sélections. Et ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation directe dans les interfaces. On dit la manipulation directe, qu'on clique directement dans les données, ou bien la manipulation indirecte quand on clique sur les boutons, les menus, etc. Le atout principal, c'est qu'il y a une interface très simple pour définir les interactions. Ici, j'ai comme souligné la partie du code qui est important pour définir les interactions par rapport à l'année. Ici,
Il y a une variable d'interaction, en anglais on dit year, c'est l'année de 1960 à 2010. Si on clique en une année, ça va ensuite montrer les données pour cette année-là dans cette partie-là du graphique. Et comment est-ce que ça marche? En fait, il y a des différents éléments du graphique et dans le code, il y a un rect. Dans le système de ggplot, il y a un geom-rect, c'est qui représente le rectangle en gris qu'on voit ici. Et là, on va attacher cet élément-là la propriété click select equals 0. Ça veut dire que quand on clique dessus, on va pouvoir ensuite changer la sélection de l'année pour qu'ensuite, il y a d'autres éléments du graphique qui pourraient être mis à jour. Quels sont les éléments qui sont mis à jour quand on clique pour changer la sélection? Ouais, ce sont les éléments où on attache l'autre mot-clé du système, Show Selected. Ici, dans le nuage de points, on a attaché le mot-clé Show Selected égale Year. Et ça veut dire que, justement, quand on change la sélection de l'année, il va ensuite faire une mise à jour de quels points sont affichés dans cette partie-là du graphique. Et en gros, ça c'est le méga atout du système. Si vous savez déjà coder avec les ggplots, vous n'avez qu'à prendre deux mots-clés. Et avec ces deux mots-clés-là, vous rattachez ça à vos ggplots et vous avez tout un tas d'interactions qui s'ouvrent à vous, en fait. C'est très facile et très pratique pour différentes sortes de visualisation. Je vais ensuite passer à une démonstration d'une visualisation. Okay, allons voir l'exemple dans la page web. Prochaine diapo, il y a un lien vers les galeries et toutes sortes de différents graphiques qu'on pourrait créer. Comme on a vu dans le diapo précédent, on peut très bien avoir une visualisation des données de Banque mondiale. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est une visualisation qui paraît dans un navigateur web et là, vous avez toutes les interactions dans le navigateur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme le graphique précédent, il y a le nuage de points, il y a les deux séries temporelles. Et ensuite, dans celui-là, j'ai rajouté une plante. Pareil, quand on interagit avec une partie du graphique, par exemple ici, on peut reculer dans le temps en cliquant en arrière ici. On voit très bien le nuage de points, il est mis à jour, tu vois. Ensuite, si on veut souligner notre pays, par exemple, quel est le pays ici qui a la tendance d'avoir un très grand taux de fertilité? On peut cliquer dessus et là, il va s'afficher ici, dans le plan, et aussi dans le nuage de points. Pareil, on peut le faire disparaître en cliquant dessus aussi. Comme on disait avant, on pourrait aussi interagir avec la légende ici. Par exemple, si on voudrait faire une comparaison juste entre l'Europe et l'Amérique du Nord, on peut cacher toutes les autres régions pour voir quelles sont les différences entre les deux. L'avantage du système, c'est que vous pouvez avoir autant de variables d'interaction que vous voulez dans vos graphiques, en fait. Là, ici, il y a combien de variables d'interaction? Et si vous êtes attentif, vous pouvez me dire la réponse, hein? Est-ce qu'il y en a qui peut dire nommer une variable d'interaction qu'on avait utilisée? Christophe, qu'est-ce que vous avez remarqué? L'année, bien, parce qu'on avait cliqué pour changer l'année, oui. Et le pays, bien sûr. Et alors, j'entends ici une région, parce que là, on peut souligner un pays, on peut aussi souligner des différentes régions. La population, là, ça ne change pas. Non, on peut pas. Là, pour le coup, là, il y a une légende qui est quantitative, et là, on fait juste des sélections automatiques à partir des légendes discrètes. Si on voulait faire une sélection à partir des populations, on pourrait très bien discrétiser et on pourrait avoir ces fonctionnalités-là. Mais effectivement, vous avez raison, le public, il y a trois variables d'interaction dans ce graphique-là. Et en fait, l'avantage du système, c'est que vous pouvez faire autant que vous voulez, en fait. Chaque graphique va être différent en fonction de vos besoins d'interactivité. Comme je disais, vous pouvez avoir, normalement, on veut interagir directement avec des graphiques, manipulation directe, mais sinon, on pourrait cliquer là-dessus pour faire voir les menus, ce qui pourrait être pratique des fois. Par exemple, si on a un pays en particulier, on ne sait pas où il est sur la carte, ou eh bien, on ne sait pas quel point correspond. Par exemple, il y en a une dans ça qui dit qu'elle vient du Canada. Je ne sais pas où c'est sur le plan, mais on peut taper le nom et là, il va s'afficher, tu vois. Ça, tout ça, c'est les fonctions disons, pour les consommateurs du graphique, là. Vous avez les différentes sortes d'interactions.
qu'ils pourraient utiliser. De quelles sortes d'autres graphiques qu'on pourrait créer avec ce système? Là, on a parlé de comment créer un plan, une carte, pour sélectionner une différente date ou une différente année. On pourrait aussi visualiser des images. Là, il y a un exemple avec des images de radio que j'avais un doctorant qui voulait souligner quelles sont les différentes régions dans le radio que le réseau de neurones a prédit qu'il y a une attention très forte, non? Vous pouvez très bien dessiner des graphes. Ici, c'est un graphe avec 50 nœuds et vous voyez les arrêts et vous pouvez jouer avec ça, avec l'autre graphique pour voir les changements. Mais en fait, en gros, vous pouvez dessiner n'importe quel autre modèle ou données que vous pouvez calculer dans R. En fait, l'avantage du système, c'est pas limité à un certain type de données ou bien un certain type de visualisation. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec toutes les géomes de base de ggplot, soit les lignes, soit les images, soit les points, etc. Donc, vous dessinez comme vous voulez avec les données que vous voulez, avec les interactions que vous voulez. Par rapport aux images ici, quelle est l'interactivité? Justement, je n'avais pas montré la partie interactive, mais il y a toute une autre graphique. Là, les gens cliquent dessus pour voir quelles sont les mises à jour avec le réseau de neurones qui est imposé sur le graphique ou les différents jeux de données aussi. Là, on voit au fil du temps qu'en fait, tous les pays ont tendance d'aller par là, en fait. Et là, ça pourrait être gênant parce que c'est pas si évident de sélectionner les différents pays dans ce cas-là. Est-ce qu'il peut y avoir des axes qui se mettent à jour en fonction des différentes sélections? Et la réponse est oui. On n'a pas précisé ça pour celui-là, mais vous pouvez préciser ça pour vos graphiques si c'est ça que vous voulez. Comment faire pour préciser ça dans les codes? Comme je disais, il y a juste les deux mots-clés qu'il faut retenir, click select et show selected. Comme on voyait, il y avait un geom tolerect, c'est des rectangles en gris qu'on voyait, et on a attaché click select equals year. Ça veut dire qu'on clique dessus, on va changer la sélection pour l'année. Sinon, il y avait les géants points. C'était des nuages de points qu'on avait dessinés. Et là, on a attaché show selected equals year. Encore une fois, ça veut dire que on veut juste voir la partie de données qui correspond à l'année sélectionnée. Et en fait, avec ces deux mots-clés-là, vous pouvez composer comme vous voulez. Vous pouvez utiliser des différentes variables dans les différents géomes. Et vous pouvez combiner les deux dans les mêmes géomes comme vous voulez. C'est comme un système assez simple pour définir toutes sortes d'interactions, d'où vient la puissance du système, en fait. Vous avez toutes les interfaces que vous connaissez déjà des ggplots, toutes les codes en gris. Normalement, ça, c'est la même chose que dans ggplot2 normal. Mais là, quand vous passez à Element2, vous pouvez rajouter ces mots-clés en plus. Ils sont reconnus et convertis en graphique sur le web. Est-ce qu'on pourrait mettre autre chose pour show selected? Oui, on pourrait très bien. Là, c'était l'exemple qu'on avait donné. Mais par exemple, ici, pour le texte, par exemple, on avait mis show selected égale year et aussi pays. C'est pour ça que pour les textes, on voit juste les pays qui sont sélectionnés. Fait que à la fois, ils appliquent deux variables de sélection pour obtenir le texte final qui est affiché. Fait que vous pouvez faire des multiples variables pour le chose. Si on rajoute des variables dans les choses select, on est obligé d'avoir quelque part ces variables-là dans click select ailleurs. Et normalement, oui. Normalement, vous devez avoir une partie de graphique où vous pouvez cliquer pour changer de section et une autre partie de graphique qui va ensuite afficher la partie sélectionnée. Peut-être discuter quelques exemples. Même avant celui-là, on pourrait peut-être passer un exemple encore plus facile. Là, je vais aller dans la ligne de commande. Là, j'ai un petit exemple Hello World. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'ai mis une ggplot avec un geomText et c'est tout. Et là, on va voir qu'il y a déjà une interactivité, même si on ne précise pas de click select et show selected. Allons-y. Là, on a défini la data visualisation vise et ensuite, quand on tape le nom de variable, il va ouvrir une fenêtre avec la visualisation. C'est une visualisation très simple qui dit Hello World. Classique, exemple
Informatique, on dit toujours ça, Hello World. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a juste deux données, Hello et World. Et en fait, on a une légende interactive qui nous permet de sélectionner soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Ça démontre la fonctionnalité de base. Chaque fois que vous avez une légende discrète, vous allez avoir l'interaction automatique, même sans préciser click select ni show selected, ce qui est déjà pas mal. C'est pour un jeu de données très simple, juste avec deux éléments. OK? La visualisation va toujours apparaître dans le navigateur ou est-ce que ça pourrait ouvrir dans le RStudio? La réponse est si vous utilisez RStudio, je pense que normalement, par défaut, il va s'afficher directement dedans. Moi, moi, je préfère de faire du Emacs et là, il s'affiche avec le navigateur. Si vous voulez l'affichage d'un navigateur à partir de RStudio, il y a une configuration que vous pouvez faire pour ça aussi. Passons au deuxième exemple. Là, je prends des exemples de pages de manuels de Animint. Là, c'est comme la fonction de base. Et là, j'ai déjà fait le premier exemple, Simple Hello World here. Et là, il va y avoir un deuxième exemple avec deux variables de sélection. Allons regarder celui-là. Comme ça, vous voyez les différents géants. OK. Dans cet exemple-là, il y a deux géants texte avec un jeu de données qui est légèrement plus compliqué. En fait, il y a deux jeux de données. Il y a déjà un jeu de données ici avec quatre éléments. Hello World, bonjour monde. Là, vous avez quatre choses à afficher avec une variable de langage qui est attachée et un number, un chiffre qui est attaché à chaque élément aussi. Quand on regarde ces données comme un tableau, on voit les données comme ça. Et si on veut mettre ça dans le graphique, dans l'exemple ici, il y a deux GM texte à chaque fois. Et dans le 1, on va mettre show selected equals language et l'autre click select equals language. Alors, on va pouvoir sélectionner soit l'anglais, soit le français. Okay? Parce que dans le colon language, c'est soit IN, soit FR. Ouais. OK, et là, il y a une deuxième fenêtre qui s'affiche avec effectivement, là, il y a une partie qui est écrite Select Language et c'est cette partie-là où on a attaché le click select. Alors, on peut cliquer pour sélectionner le langage. Et ensuite, qu'est-ce qui est mis à jour? C'est l'autre partie, les quatre éléments. Donc, deux sont affichés à la fois parce qu'on a précisé, on veut juste afficher les données qui correspondent au langage sélectionné. Allons voir le code en même temps, oui. On va les mettre à côté, comme ça vous voyez les deux. OK, voici le code. En fait, le premier geom-text ici, number message, ça c'est celui-là hein, qu'on avait vu avec le tableau ici. Il y a quatre éléments, dont deux qui sont affichés à la fois parce qu'on a précisé show selected égale langage. Alors qu'avec le deuxième élément, le deuxième geom-text, il est select language avec click select equals language. Alors quand on clique dessus, il y a juste deux éléments, IN et FR. Quand on clique dessus, on peut changer le langage de l'autre élément. Est-ce que vous aimez ça? C'était assez facile à définir les interactions, non? Pas besoin des widgets, des menus, etc. Vous mettez juste dans les géomes. Hein? Si ici on écrit eng et non ien, est-ce que ça marche? Bah oui, normalement ça marche pas parce que, regarde, là vous allez avoir ing et fr. So, fr, il dit bonjour monde et ing, il dit rien parce qu'il n'y a rien dans l'autre jeu de données qui correspond à ing. Par contre, vous pouvez toujours aller dans les menus et vous voyez, il y a trois langages que vous pouvez sélectionner. Tu vois? Vous pouvez toujours retrouver votre bien-aimé Hello World, mais ouais, ça souligne bien une propriété du système. Il faut bien que toutes les variables ont les mêmes valeurs à travers les différents jeux de données dans les différents géants. Sinon, ça ne marche pas. Legend, comment est-ce construit? Oui, Legend ici, number 2 et 1. Et en fait, on avait précisé color égale number. Ça veut dire que pour chaque différente valeur de number, soit 1 ou 2, on va avoir une différente couleur. Ça, c'est une propriété de ggplot. Chaque fois qu'on veut une variable catégorique ou une légende, chaque fois qu'on veut une légende, on va préciser color ou fill, etc. dans le AES. La partie AES, ça, c'est la fonction qui définit quelle variable dans le jeu de données correspond à quelle
propriété visuelle. Alors ici, on dit que la variable number, ça correspond aux propriétés visuelles des couleurs. Alors il va nous créer une légende automatiquement pour les différentes couleurs. Est-ce que la légende est interactive à chaque fois? À chaque fois que vous avez une légende catégorique, vous avez toujours l'interactivité, comme dans l'exemple plus simple qu'on avait vu avant. Vous voyez, c'est assez simple la façon de définir les interactions, mais vous pouvez aller aussi compliqué que vous voulez avec autant de variables d'interaction que vous voulez. Et ensuite, on va discuter différents exemples. Ici, il y a un exemple où je l'utilise pour expliquer l'apprentissage, les différents... Moi, je suis professeur en informatique, j'ai fait des cours sur l'apprentissage artificiel, c'est ma spécialité. Et là, il y a un concept qui s'appelle le surapprentissage. Avez-vous déjà entendu parler du surapprentissage? C'est pour ça que ChatGPT, il va se sortir des réponses qui ne sont pas le rapport. C'est parce qu'il quelque part, là, il n'a pas assez de données pour donner une bonne réponse. Sur apprentissage, c'est quand on se fie trop aux données d'apprentissage, il ne va pas pouvoir faire de bonnes prédictions pour les nouvelles données. Et alors, il y a un graphique qui va démontrer ce principe-là à partir des données d'apprentissage en noir qui, là, il y a une fonction de plus en plus complexe en bleu qui finit par rentrer à travers tous les points noirs. Mais en fait, ça ne marche pas pour les nouvelles données en rouge qui sont affichées à la fin de la démonstration, tu vois. Là, c'est une régression polynomiale. Et là, il finit par rentrer à travers tous les noirs. Alors, c'est beaucoup trop complexe pour les données de départ, la donnée de test en rouge. Et comment est-ce qu'on fait pour construire un graphique comme ça? Déjà, il y a une variable d'interaction principale. C'est les degrés du polynôme dans la régression. Et là, on voit de droite à gauche complexité croissante. On peut voir que là, il est de mieux en mieux, ou la perte est de moins en moins par rapport à l'échantillon de train, d'apprentissage. Et sinon, il y a un certain niveau qui il est bon et ensuite il commence à remonter pour l'échantillon de test. Vous voyez ça? Vous voyez pas? Voilà. OK, très bien. Il y a des gens qui sont contents dans la salle, on aime ça. La deuxième variable d'interaction, c'est l'échantillon, en fait. Vous pouvez soit cacher l'échantillon de test ou train ou les deux, comme vous voulez. Encore une fois, parce qu'il y avait une légende catégorique pour les différentes couleurs. Ici, dans le cadre de ce graphique-là, j'ai précisé que non, vous avez le droit que sélectionner qu'un degré à la fois. Mais effectivement, ça, c'est une option que vous pouvez utiliser pour, comme on l'avait vu, on peut sélectionner plusieurs pays en même temps. Vous pouvez très bien faire la même chose avec les degrés de polynôme si vous voulez voir deux fonctions en même temps. Encore une fois, comment est-ce que ça marche dans le code? En fait, on va préciser ici, de ce côté-là, on va afficher que la partie des données dans la ligne qui correspond à le degré de polynôme sélectionné. Show selected equals degree. Les points, c'est show selected equals set. Et encore une fois, c'est automatique à chaque fois qu'on a le genre de couleur. Ici, comment est-ce qu'on va préciser dans le graphique ici les interactions? Les lignes, encore une fois, ils vont apparaître juste si le set est affiché, show selected equals set. Encore une fois, attaché aux légendes de couleur, en fait, c'est pas obligé de préciser parce que c'est automatique quand vous avez le légende comme ça. Mais ici, le geom_rect en arrière, en bleu, click select equals degree, ça veut dire qu'on clique le rectangle, il va changer la sélection du degré polynôme. Est-ce que la ligne ici à gauche, c'est représenté par un polynôme avec des coefficients? Oui, oui. Mais à partir de cette équation-là, il faut calculer une grille de valeurs pour ensuite les afficher, hein. C'est toujours, vous avez un tableau de données avec des différentes valeurs X et Y, en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir une animation qui avance de degré toutes les secondes, etc.? On pourrait très bien faire ça. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait. Mais c'est une option. Pour une variable donnée, vous pouvez attacher l'animation qu'on avait faite avec les données de Banque mondiale, avec les années qui défilent, tu vois. Ça s'appelle l'animation. Vous pouvez préciser combien de temps ça prend. Ou bien tu pourrais l'arrêter, hein. Là, j'avais ici précisé que là, on avance toutes les secondes. Moi, il y a un bouton Show Animation Controls et là, il est précisé toutes les 2 secondes, on fait une mise à jour. On pourrait faire plus rapidement si on veut. Par exemple, attends, toutes les
Voilà, c'est très rapide, hein, mais vous voyez, vous pouvez jouer avec ça ou bien vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez plus que ça avance automatiquement. Ça prend combien de temps pour faire les graphiques de ça? Moi, justement, ça prend pas beaucoup de temps parce que à partir des géants, vous avez juste à rajouter les deux mots-clés ici, en fait. Combien de temps de calcul ou combien de temps d'écriture, de rédaction de code? Le codage, ouais, comme je dis, hein, à partir du moment que vous avez déjà vos ggplot et vos données calculées, bah, vous rajoutez les mots-clés et c'est fait, hein. C'est assez simple. La partie qui pourrait être compliquée, c'est éventuellement calculer toutes les données. Parce qu'au lieu de, par exemple, ici, on affiche juste un modèle à la fois, il faudrait une boucle for sur toutes les 10 degrés de polynôme et ensuite stocker tout ça dans un tableau, tu vois. Mais à partir du moment que vous avez vos données, le code de ggplot, c'est assez simple en fait. Est-ce qu'on pourrait aussi sélectionner en Y? Et oui, en fait, on avait déjà vu un exemple où on pourrait faire ça ici avec les rectangles ici. On pourrait très bien faire. Est-ce qu'on pourrait sélectionner un point sur la ligne? Oui, on pourrait très bien sélectionner un point sur la ligne. Si on dessine le point, ouais. On ne le voit pas ici, mais vous pouvez très bien attacher des variables d'interaction au point ici ou bien vous pouvez au point, aux lignes ici, comme vous voulez, ouais. Est-ce que la variable de sélection pourrait être l'index des different, c'est-à-dire la ligne, le numéro de ligne, c'est ça? Normalement, non. Normalement, il faudrait un nom de variable. Vous avez une colonne donnée qui sert comme variable d'interaction. C'est pas juste le numéro de ligne. OK, allons à d'autres exemples, ou bien, je sais pas, on a passé beaucoup de temps là-dessus, mais peut-être on peut sauter dans un autre exemple plus complexe. Vous parlez des différentes fonctionnalités, les historiques. C'est créé pour moi 2013 et c'est développé à l'origine à base de ggplot2. Merci beaucoup aux gens de ggplot2 parce que sans ggplot2, on n'a jamais pu faire ce projet-là. Et depuis 2017, on a créé une fork et là, c'est complètement indépendant, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir ggplot2. Sinon, il y a des dizaines de gens qui ont aidé grâce à Google Summer Code au fil des années pour améliorer le système. C'est pas juste moi qui a travaillé ça, c'est quand même compliqué. Et ces gens-là, ils ont une certaine connaissance avec JavaScript, mais attention, les utilisateurs codaient que en R et ggplot2. Vous n'avez pas besoin de savoir le JavaScript, ce qui est quand même intéressant. Beaucoup d'autres packages qui sont vraisemblables, et l'atout de notre système, c'est l'interface ggplot2, et ça fait que c'est facile à préciser l'interactivité grâce aux mots-clés click select et show selected qu'on avait discuté. J'ai préparé une petite comparaison des fonctionnalités. Désolé, c'est en anglais, je n'avais pas le temps de traduire toutes les slides, hein. Là, par rapport au ggplot2 de base, en fait, la différence principale, c'est que c'est le colon d'interaction ici. Dans le ggplot2, vous n'avez pas d'interaction, vous avez juste une graphique qui est affichée, vous pouvez imprimer, etc. Sinon, dans notre système, on pourrait avoir des différentes variables de sélection pour chaque couche au géant. Il peut y avoir des différentes variables d'interaction pour chaque graphique. Il y a d'autres systèmes tels que Power BI et Tableau. Et là, vous avez une interface qui permet de créer des graphiques à partir de souris. Vous avez cliqué sur les différents éléments pour ensuite préciser les interactions. Ça pourrait être pas mal pour les graphiques assez simples, mais l'atout de notre système, c'est que on va pouvoir traiter des multiples couches, multiples géomes les unes sur les autres dans le même graphique, et ensuite des différentes variables de sélection. Alors que ces systèmes-là, c'est souvent limité à une seule couche avec des sortes de graphiques prédéfinis. Vous ne pouvez pas mettre les lignes sur les points, sur autre chose, chacun avec des différentes interactions, tu vois. Sinon, avec Shiny, c'est une serveur web et ça pourrait être pas mal si vous avez besoin de faire des calculs à partir de vos données pour ensuite faire les graphiques. Et il y a quelques inconvénients, dont la limitation à utiliser les différents widgets, des menus, des boutons pour l'interaction. C'est très souvent, vous allez faire ça et vous n'allez pas pouvoir cliquer directement dans les graphiques pour changer la sélection. Est-ce qu'on pourrait utiliser dans les séries temporelles? Et la réponse est oui, vous pouvez faire comme tu veux, hein. Vous pouvez très bien faire une animation où il y a un point nouveau qui s'ajoute. Vous pouvez préciser avec les click select et show selected, vous pouvez très bien dessiner n'importe quel graphique, au moins que vous pouvez calculer toutes les données dans R en fait. À partir du moment que vous avez un tableau de données, vous rentrez ce tableau-là dans les géomes et là, c'est bon, vous pouvez utiliser notre système. Quelques autres fonctionnalités que je voulais discuter. Déjà, il y a beaucoup de documentation qui est disponible sur Internet. Là, il y a un manuel
avec une vingtaine de chapitres. Voici le lien et c'est une traduction en français du manuel qui est en cours, financé par le ministre de l'Enseignement supérieur au Québec. Livraison pour l'année prochaine. Alors, vous allez avoir des documentations en français pour le système aussi très bientôt. Je ne pourrais pas négliger le fait qu'on pourrait partager les graphiques très facilement sur Internet. C'est comme un méga avantage du système. Et je vais faire un petit démo là-dessus parce que comme ça, vous allez savoir tout de suite comment ça marche. Vous vous souvenez, ce graphique-là qu'on avait créé, là, on va mettre ça dans une viz et on va faire animate to pages viz et on va donner un nom demo for Toulouse 25. On va donner un nom et là, il va ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire qu'est-ce qui se passe et en fait, il va créer un dépôt sur GitHub. Si vous avez un compte sur GitHub, il va tout transférer, tous les fichiers dans un nouveau dépôt. Comme ça, il va permettre l'affichage du graphique. Ici, il va sortir le URL que vous pouvez consulter pour aller voir le graphique. Et là, normalement, ça prend un certain temps, prend tous les fichiers, il va les afficher sur Internet, mais normalement, on va faire une mise à jour et là, il s'affiche, tu vois. C'est quand même pas mal, tu vois. Pour les diffusions des différents résultats ou des différents graphiques, c'est vraiment facile. Vous avez juste qu'à taper ça et paf. Vous avez une page web que vous pouvez partager avec vos collègues. Est-ce que vous pouvez modifier les CSS dans les affichages pour changer la forme des boutons, etc.? Et la réponse, actuellement, je dirais non. On n'a pas prévu que l'utilisateur veulent jouer avec ça. Mais écoute, si ça vous fait plaisir, je pense que on pourrait accepter une pull request avec ces fonctionnalités-là. Franchement, je pense que les utilisateurs dans R, ils ne connaissent pas forcément CSS, etc. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer avec ça. Ils vont plutôt jouer avec les theme elements dans le ggplot qui vont permettre de, justement, si on veut changer par exemple, le fond, on pourrait changer en utilisant le theme BW. Le BW, ça fait, tu vois, c'est un fond blanc et pas un fond gris, tu vois. Tu vois, fond gris versus fond blanc. Il y a une certaine façon de jouer avec ça dans le code R directement sans devoir passer par le CSS. Est-ce que le clic select, ça pourrait être le résultat d'un calcul? Oui, mais il faudrait avoir déjà calculé ça avant d'avoir fait votre rendu, en fait. Ça, c'est comme les prérequis. Si vous pouvez faire votre calcul avant, genre l'affichage du graphique, ça ne marchera pas avec notre système. Par exemple, ici, si on voulait calculer une moyenne sur tous les pays sélectionnés, ça ne marche pas. Parce qu'il y a juste trop de différentes combinaisons. On ne peut pas calculer toutes les différentes combinaisons d'avance. On pourrait très bien afficher quelque chose qui est particulier à chaque pays, mais pas particulier à chaque combinaison parce qu'il y a juste trop de combinaisons. Et à ce moment-là, si vous voulez faire quelque chose comme ça, il faudrait passer par un serveur qui fait le calcul pour vous. Justement, l'avantage de notre système, c'est que nous n'avons pas besoin de serveur et ça convient à quand même pas mal de défenseurs de graphiques. Hein. Grâce au fait qu'on n'a pas de serveur, le partage de graphiques, c'est vraiment très facile. Hein. Il y a juste des fichiers qu'on lance sur GitHub. Là, ça marche très bien. Je voulais mentionner quelques nouveautés. Les guided tours, c'est nouveau depuis l'année passée. C'est une explication des différentes interactions possibles avec des graphiques. Je vais vous montrer ce que ça fait. Là, il y a un bouton Start Tour. Et là, quand vous avez une graphique comme ça, il y a beaucoup de différents éléments. Ça pourrait pas, pour certains utilisateurs, peut-être c'est pas évident de savoir quels éléments je pourrais cliquer dessus pour changer le quoi. Et là, on a décidé de rajouter le tour. Ça fait que là, il va souligner les différentes parties de graphique et ensuite, il va dire quelles interactions sont possibles. Click to select the year. Alors, ça veut dire qu'on peut cliquer ici pour changer la sélection de year. Next, là, le geom line, c'est time series of life expectancy, one line per country. Là, vous pouvez rajouter n'importe quel texte que vous voulez pour chaque élément de graphique. Je vais rajouter ce texte-là. Mais sinon, par défaut, vous avez déjà le texte qui va préciser quelles sont les interactions possibles. Click to select country, là, vous avez ça par défaut. Et là, il va ensuite parcourir tous les différents éléments de graphique pour ensuite vous dire quelles sont les différentes interactions possibles. Une autre nouveauté, c'est le lien vers les vidéos explicatives.
Là, on a toute une série ici, des différents exemples. Et là, pour beaucoup, on avait rajouté des vidéos. Là, il y a un lien ici qui va nous expliquer quelles sont les interactions possibles avec les graphiques, là. Et vous allez voir, souvent c'est moi ou un de mes étudiants hein, qui va ensuite expliquer. Mais bref, il va y avoir, comme les petites vidéos que je vais montrer dans les slides, il va y avoir une petite interaction avec les graphiques, mais aussi avec une voix qui explique à la fois quelles sont les différentes interactions qu'on fait. Mais tout ça pour dire que là, il y a ces fonctionnalités-là pour pas mal d'exemples. Ici, il y a une galerie de différents exemples. Chacun des lignes, il y a des différents graphiques que vous pouvez voir qu'on a créés avec le système, avec les différents liens vers le dépôt GitHub qui héberge les fichiers derrière la visualisation, vers le code source qu'on a utilisé pour créer la visualisation et aussi vers la vidéo explicative qui va expliquer toutes les différentes interactions possibles. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de différents exemples de quels sont les graphiques possibles et aussi comment est-ce qu'on a fait pour faire les graphiques. Vous cliquez sur Source et vous allez voir tous les codes R avec tous les géomes et tous les script selections sur lesquels qu'on avait utilisé. Est-ce que ça marche avec des gigas de données? Et la réponse est oui, parce que de toute façon, vous n'allez pas afficher un giga de données sur l'écran à la fois. Il peut y avoir des exemples avec des différents sous-ensembles qui ne sont pas téléchargés tout à la fois. Par exemple, ici, il y a un grand jeu de données avec peut-être, je ne sais pas, c'est une série temporelle qu'on a utilisée dans la recherche. Et si on clique sur un différent exemple ici, là, il va changer l'affichage en bas. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit rouge qui paraît ici quand je fais ça. Est-ce que vous voyez le petit rouge? Le petit rouge, c'est un petit message qui dit on télécharge les nouvelles données que vous avez cliqué dessus. Et là, normalement, c'est très rapide. Ça pour dire qu'il y a tout un compilateur qui est optimisé pour les grands jeux de données qui va ensuite qui va diviser les données en différentes parties et il va juste télécharger les parties des données que vous avez besoin d'afficher dans la sélection actuelle. Après ça, si vous voulez partager sur GitHub, je ne pense pas que ça passe des gigas de données. Vous pouvez très bien l'héberger chez votre propre serveur. Il y a certaines limites avec GitHub si vous voulez faire le partage sur GitHub, mais c'est très généreux quand même. Je n'ai pas rencontré beaucoup de limitations avec GitHub hein, parce que justement, il n'y a pas une grande limite sur le nombre de fichiers et chaque fichier qu'on télécharge, ça doit être assez petit pour l'affichage dans l'écran. Et de toute façon, on n'a pas un million de pixels dans l'écran. Normalement, il y a juste 1000, 2000 pixels dans l'écran de droite à gauche. Alors, les fichiers sont assez petits et GitHub, et ça rentre dans les limites de GitHub, en fait. Comment est-ce que ça marche? Ouais, quand est-ce que, quelles technologies sont utilisées derrière pour l'interaction, etc. En fait, c'est principalement du code R, du code JavaScript. À partir du code R, on va créer un dossier plein de fichiers, un fichier JavaScript pour faire le rendu, des fichiers CSV pour télécharger, pour toutes les différentes parties de données qu'il faut afficher, un fichier JSON pour des différentes sortes de métadonnées. Mais à partir de ces fichiers-là, les codes JavaScript vont tout loader ça dans le navigateur pour l'affichage. Et normalement, vous n'avez pas besoin de jouer avec ces détails-là, mais c'est tout en JavaScript avec D3. Du coup, si vous connaissez déjà D3, vous allez peut-être trouver un autre système un peu limitant parce que avec D3, vous pouvez faire pas mal plus de choses. Pour un certain sous-ensemble d'interactions, c'est quand même pas mal, tu vois. Et il y a une catégorie de visualisation qui rentre dans notre système. C'est une question par rapport au graphique ici. Comment est-ce qu'on avait eu les données pour les formes de pays? Tu peux regarder dans le code source. Et en fait, il y a deux jeux de données que j'ai utilisés pour faire celui-là. Et il y avait un de World Bank et l'autre. Il y a des différents plans qui sont déjà dans R, en fait. En fait, il suffit de juste agencer les nombres de pays entre les deux jeux de données. Et là, il y a comme une variable que j'ai créée parce que là, il y a des noms de pays qui sont légèrement différents entre les deux tableaux. Mais sinon, après ça, vous rentrez ça dans il me semble que c'est une GeoM Polygon. GeoM Polygon, ça pourrait afficher les contours de chaque pays. Donc, est-ce que ça marche sur Python? La réponse est non. Non, notre système est implémenté dans R. Si vous voulez faire ça dans Python, là, il y a un autre système qui s'appelle Altair.
Alter, ça fait quand même pas mal de fonctionnalités qui sont vraisemblables dans notre système et vous devrez regarder ça. Ouais, c'est une librairie dans Python pour faire des graphiques interactifs. Ouais. Plotly, est-ce que ça en rapport avec Plotly? Non, pas vraiment, mais je pense que Plotly, il est pas mal et on pourrait utiliser Plotly pour faire avec Shiny certains genres d'interactions, comme on avait dit, si on veut sélectionner comme une sous-ensemble de points dans le nuage de points et faire un calcul à partir de ce sous-ensemble-là, on pourrait utiliser Plotly pour faire ça, en fait. Alors, ça pourrait être intéressant si vous avez besoin de faire des calculs sur un serveur, etc. Est-ce que ChatGPT pourrait générer des codes dans notre système? Et je ne sais pas, j'ai jamais essayé, à vue de tenter. J'ai déjà entendu parler qu'il est pas mal pour les codes ggplot. Alors, je ne sais pas s'il arrive à rajouter les mots-clés interactifs, parce que certainement, il y a peut-être un facteur de 10, 100 plus, peut-être 1000 plus d'exemples en ggplot, c'est normal, qu'en Animint. Ouais, à tester, à tester. Ça serait pas mal, hein? Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Christophe et les autres d'avoir invité.